Je me souviens encore du son de sa voix ce jour-là, plate froide, comme si le fils que j'avais élevé avait été remplacé par un étranger. Il a dit: «Maman, il vaut mieux qu'on ne se parle plus pendant un moment.» Et juste comme ça, 12 années de silence ont commencé. Je suis restée là dans ma cuisine, tenant le téléphone comme s'il pouvait le ramener. Mais tout ce qu'il contenait, c'était le vide. Ma belle-fille avait enfin réussi. Elle avait retourné mon unique enfant contre moi. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de mendier pour être aimée. C'est ce jour-là que j'ai décidé de construire une vie si forte que leur cruauté ne pourrait plus jamais m'atteindre. Je m'appelle Marthe Dubois et voici mon histoire. Avant de commencer, dites-moi, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? J'aime toujours savoir qui est cela à l'écoute. Peut-être comprendrez-vous ce que j'ai traversé. Peut-être avez-vous vécu cela vous-même, rejeté, ignoré, oublié par ceux pour qui vous auriez donné votre vie. J'avais 46 ans quand mon fils Antoine l'a épousée, Mélissa. Elle était tout ce qu'une mère essaie d'accueillir pour son enfant, raffinée, polie, tout en sourires éclatants et en manière prudente. La première fois qu'Antoine l'a amenée dîner à la maison, elle a tout complimenté. Ma cuisine, ma maison même, les vieux rideaux en dentelle que j'avais cousus des années auparavant. Mais sous ses sourires, il y avait une acuité. Je l'ai vue dans la façon dont elle me regardait, comme si elle étudiait ce qui me rendait importante aux yeux de mon fils. Pourtant, je voulais croire que ce n'était que mon imagination. Antoine était heureux, et c'était tout ce que je voulais. Après leur mariage, les choses ont changé rapidement. Soudain, ils étaient trop occupés pour venir le dimanche. C'était le déjeuner dominical qui a sauté en premier. Puis mes appels restaient sans réponse, et quand je me suis finalement présentée un après-midi avec un gratin dauphinois, celui qu'Antoine aimait tant, Mélissa a ouvert la porte mais ne m'a pas invitée à entrer. «Oh, Marthe, nous sommes sur le point de sortir. Désolée», dit-elle avec ce sourire en plastique. «Tu devrais appeler avant de passer.» Antoine se tenait derrière elle, les yeux baissés, les mains dans les poches. Il ne m'a même pas regardée. Je suis rentrée chez moi en silence ce jour-là, le plat de gratin encore chaud sur le siège passager. Je l'ai laissé sur le rebord de ma fenêtre et j'ai laissé la nuit le prendre. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années. À Noël, j'envoyais des cadeaux. Ils revenaient toujours avec la mention «Retour à l'expéditeur». Les anniversaires passaient sans un mot. Les amis et les voisines me demandaient des nouvelles d'Antoine et je souriais poliment, prétendant qu'il était juste très pris par son travail, sa nouvelle vie. Mais derrière les portes closes, je m'asseyais près de la fenêtre et je chuchotais son nom, me demandant s'il pensait parfois à moi. Puis, un soir, j'ai reçu un appel d'une vieille amie qui vivait encore près de chez eux. Elle m'a dit qu'elle avait croisé Mélissa au supermarché, que Mélissa m'avait traitée d'obsessionnelle, qu'elle avait dit aux gens que j'étais toxique, possessive, incapable de lâcher mon fils adulte. J'ai eu l'impression qu'on me versait de l'eau glacée sur le cœur. Moi possessive, la femme qui avait cumulé 2 emplois pour lui payer ses études de commerce, qui avait passé des nuits à coudre son costume pour le gala de fin d'année, parce que nous n'avions pas les moyens d'en louer un, mais je ne me suis pas défendue. Plus maintenant, parce que c'est là que j'ai réalisé que mon fils ne s'était pas juste éloigné, il avait été détourné. Je me souviens du dernier appel que nous avons eu, c'était mon anniversaire. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, alors j'ai appelé. Quand il a répondu, sa voix était raide de prudente. «Antoine», dis-je doucement, «c'est moi, je voulais juste entendre ta voix.» Ah. Il a soupiré, un long soupir fatigué. «Maman, je ne peux pas continuer comme ça. Mélissa dit que ce n'est pas sain. Tu fais tout tourner autour de la culpabilité.» «La culpabilité», ai-je répété la gorge serrée. «Je t'aime, c'est tout. Est-ce un crime?» Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu Mélissa murmurer quelque chose en arrière-plan. Puis d'un ton qui m'a brisée, il a dit « Il vaut mieux qu'on ne se parle plus pendant un moment. » La ligne est devenue silencieuse. Juste comme ça, mon fils avait disparu. J'ai fixé le mur mon gâteau d'anniversaire intact sur la table. Les bougies ont vacillé un instant puis se sont éteintes d'elles-mêmes. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise immobile tandis que l'air se figeait autour de moi. Quelque chose en moi s'est durci, pas de l'amertume, mais de la résolution. S'ils voulaient m'effacer, je leur donnerais une raison de se souvenir de mon nom. Je suis allée dans ma petite cuisine, j'ai sorti mon vieux carnet de recettes, celui rempli de taches de beurre et de notes au crayon, et j'ai commencé à écrire de nouvelles idées, pas pour le réconfort. Pour la survie, je gérais un petit service de traiteur de temps en temps depuis des années, surtout pour les voisins et les événements de la paroisse. Mais cette nuit-là, j'ai décidé que ce ne serait plus seulement un passe-temps, ce serait ma bouée de sauvetage, mon avenir.
ma preuve que je pouvais me relever même quand on m'avait laissée pour morte. À l'aube, j'ai regardé les premiers rayons de soleil effleurer ma fenêtre. « Marthe, me suis-je murmuré, ils ont pris ton cœur, mais pas tes mains. » Et c'est ainsi que j'ai commencé. Je ne savais pas encore que la même détermination née du chagrin construirait un jour la maison de maître vers laquelle il reviendrait en rampant. Les gens disent que le temps guérit toutes les blessures. Mais celui qui a dit ça n'a jamais passé 12 anniversaires sans entendre la voix de son enfant. Le temps ne guérit pas. Il durcit, il façonne. Il vous apprend à construire une nouvelle force à partir de ce qui reste de votre cœur brisé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Dans ces premières années, après qu'Antoine m'ait coupé de sa vie, le silence remplissait chaque coin de ma maison. La vieille maison craquait comme si elle pleurait avec moi. Ses photos d'enfance essaient toujours alignées dans le couloir. Sa photo de remise de diplôme son premier jour d'école, le sourire édenté qu'il m'avait fait quand il avait perdu sa première dent. Parfois, je dépoussiérais ses cadres juste pour me sentir proche de lui à nouveau. D'autres fois, je ne supportais pas de les regarder. Alors, j'ai tourné mon attention vers quelque chose qui ne me brisait pas le cœur, mon travail. J'avais toujours été connue en ville pour mes tartes. La tarte tatin le clafoutis aux cerises et une tarte au citron meringuée dont les gens juraient qu'elle pouvait guérir n'importe quelle mauvaise humeur. Un matin, en regardant mes factures s'accumuler, je me suis dit « Si personne ne va s'occuper de toi, Marthe, alors tu vas t'occuper de toi-même. » J'ai pris le reste de mes économies, 3200 €, et j'ai acheté un four d'occasion d'une boulangerie qui fermait ses portes. Ma cuisine est devenue mon champ de bataille. L'odeur du beurre et du sucre mon armure. Au début, je cuisinais pour les voisins et les groupes de l'église. Les commandes arrivaient lentement. Une douzaine de financiers par-ci, une tarte par-là. Mais je me présentais. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je livrais chaque commande avec un sourire que je forçais jusqu'à ce qu'il redevienne réel. Le bouche à oreille s'est répandu. Bientôt, je préparais des buffets pour de petits rassemblements, des anniversaires, des baptêmes et même un mariage où j'ai lutté contre les larmes tout le temps, prétendant que la vue d'une mère dansant avec son fils ne me brisait pas. Mais la vérité, c'est que chaque contrat me guérissait un peu plus. Je mettais tout mon cœur dans tout ce que je cuisinais. Les gens pouvaient goûter l'émotion, l'histoire, le combat à l'intérieur de ces recettes. Et lentement, l'entreprise a commencé à fleurir. Environ 2 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Elle s'appelait Patricia, la propriétaire d'une petite librairie locale. Elle me commandait souvent des madeleines pour ses clients, des tartes pour sa famille. Un jour, elle m'a dit « Marthe, avez-vous déjà pensé à travailler pour des événements d'entreprise? Mon mari travaille à la mairie. Il cherche toujours des traiteurs locaux. » Mon cœur a raté un battement. Je n'avais jamais osé rêver si grand. Patricia a souri d'un air entendu. « Vous avez du talent. Arrêtez de vous cacher derrière la porte de votre cuisine. Laissez les gens voir ce que vous pouvez faire. » Alors, je l'ai fait. J'ai préparé un assortiment complet d'échantillons. Des mini-quiches, des mignardises au citron débouchées aux noix et des canapés si délicats qu'ils ressemblaient à des œuvres d'art. Je les livrai moi-même à l'hôtel de ville tremblante en portant les plateaux. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était la coordinatrice des événements. « Madame Dubois, tout le monde a adoré votre cuisine. Nous aimerions vous engager pour le banquet municipal du mois prochain. » Je me suis affalée sur ma chaise et j'ai pleuré. Pas de tristesse cette fois, mais de validation. Cet événement en a entraîné un autre puis un autre. Au bout de 4 ans, j'étais traiteur à plein temps. J'ai loué un petit laboratoire de cuisine dans le centre-ville, j'ai embauché 2 assistantes et j'ai enregistré mon entreprise sous le nom de La Table de Marthe. Le nom faisait sourire les gens. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, il s'agissait de communauté, de se rassembler à nouveau, même lorsque la vie essayait de tout disperser. Je me levais à 4h30 tôt tous les matins, j'allumais les fours et je mettais de vieux disques d'Édith Piaf ou de Charles Aznavour pendant que je cuisinais. Cela rendait la solitude plus légère, comme si les chansons me tenaient compagnie. Un jour, un jeune homme est venu chercher une commande. Il était nouveau, en ville gentil poli, probablement de l'âge d'Antoine. Il m'a dit « Ma mère est décédée l'année dernière. Je cherchais un endroit qui cuisine comme à la maison, vous voyez. » J'ai souri doucement. « Alors vous êtes au bon endroit. » Il est devenu un habitué, pas seulement pour la nourriture, mais pour la chaleur. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais peut-être perdu un type de famille, mais j'en construisais tranquillement une autre par la gentillesse et le soin. 5 ans ont passé.
Mon entreprise de traiteur ne survivait pas seulement, elle prospérait. Les journaux locaux ont publié des articles m'appelant la reine des tartes de la région. Ma photo était accrochée dans les bureaux de la mairie, mes recettes présentées dans des émissions de télévision locales. J'entrais dans ma cuisine, je sentais le beurre fondre, et je murmurais « Tu l'as fait, Marthe, tu as créé quelque chose à partir de rien. » Pourtant, aucun succès ne pouvait remplir l'espace qu'Antoine avait laissé. Parfois, je me surprenais à regarder la porte, m'attendant à moitié à le voir entrer rire et dire que tout cela n'était qu'une erreur. Mais le moment n'est jamais venu. Puis un après-midi pluvieux, alors que je remballais après un événement, j'ai surpris 2 femmes qui discutaient près de la table du buffet. « Tu as entendu pour Antoine et Mélissa. Ils ont perdu leur affaire, les pauvres. Ils ont dû vendre leur maison. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas entendu ces noms depuis plus de 10 ans. Je me suis retournée faisant semblant de réarranger les serviettes, écoutant attentivement. « Ils logent dans une location maintenant », a ajouté une femme. « Je crois qu'ils ont dû retirer leurs enfants de l'école privée. » Je n'ai pas dit un mot. Mais en rentrant chez moi sous la pluie, mon esprit tournait. Je voulais ressentir de la pitié, mais quelque chose de plus profond s'est agité. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste une reconnaissance silencieuse de la façon dont la vie finalement équilibre la balance. À ce moment-là, j'avais acheté ma première propriété, un modeste bâtiment en centre-ville pour ma boutique. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était que le début. La tempête qui m'avait autrefois détruite m'avait d'une certaine manière rendue inarrêtable, et je ne le savais pas encore, mais le succès né de ma douleur était sur le point de construire la maison de maître qui ramènerait mon passé directement à ma porte. Quand vous passez assez d'années à tout reconstruire à partir de rien, le succès n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il s'insinue tranquillement comme la lumière de l'aube à travers de vieux rideaux. Je ne me suis pas réveillée riche un beau matin. C'est arrivé une commande, à la fois une nuit blanche, à la fois une petite victoire à la fois. Et puis soudain, j'étais là, devant le portail d'une maison de maître. Ma maison de maître. Au moment où j'ai eu 58 ans, la table de Marthe était devenue l'une des entreprises de traiteurs les plus recherchées de la région. Nous gérions tous des galas politiques au mariage privé. J'étais passée de la cuisson de tartes dans ma cuisine à la gestion d'une équipe complète de 12 personnes, dirigeant 3 camionnettes de livraison et refusant des clients parce que nous étions complets des mois à l'avance. Les gens m'appelaient de Madame Dubois maintenant avec du respect dans la voix. J'avais l'habitude de passer devant la grande maison blanche sur la colline de Saint-Avertin, près de Tours, pendant des années. Elle se tenait là, perchée au-dessus de la ville comme un rêve silencieux. Une véranda qui faisait le tour de hautes portes enchaîne la lumière du soleil, se déversant par ses larges fenêtres. Je ralentissais toujours quand je passais devant, pensant « quelqu'un de chanceux doit vivre là ». Quand le panneau « à vendre » est apparu, j'ai presque ri. C'était tellement au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé posséder. Mais la curiosité m'a fait appeler l'agent immobilier. 2 semaines plus tard, je me tenais dans cette entrée au sol de marbre et quelque chose à l'intérieur de moi a dit « Tu as mérité cela ». La première nuit que j'y ai passée, je n'ai pas défait mes valises. J'ai juste marché pieds nus dans les couloirs résonnants, touchant les rampes sculptées et traçant les rebordants de fenêtres avec mes doigts. L'air sentait légèrement le cèdre et le possible. Chaque pas était comme la reconquête d'un morceau de la femme que j'avais perdue. La femme qui avait autrefois pleuré jusqu'à s'endormir à cause d'un cœur brisé se tenait maintenant, entourée de lustres et de silence. Le genre de silence qui vient de la paix, pas de la solitude. Je n'ai accroché aucune photo pour l'instant. La maison n'en avait pas besoin. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que c'était moi le tableau. Les voisins ont commencé à venir, apportant des tartes et des félicitations. Ils m'ont dit que la maison avait une histoire, qu'elle avait appartenu à une famille riche qui avait tout perdu. Drôle, pensais-je, comme la vie se répète. Une famille tombe, une autre s'élève. Les deux apprenant que l'amour et la cupidité ne peuvent pas vivre sous le même toit. Une semaine plus tard, un journal local a publié un article intitulé « Du cœur brisé au succès Marthe Dubois et le goût de la résilience ». Ils m'ont photographié sur les marges du perron tenant un plateau de financiers au citron. Mon sourire était stable, calme. Quand l'article a été publié, j'ai reçu des dizaines de messages, d'anciens amis, d'anciens clients, même des inconnus, qui disaient que mon histoire les inspirait. Mais un message s'est démarqué. Ce n'était pas un courriel ou une lettre, c'était un son. On frappait à ma porte. C'était en début de soirée, le ciel teinté d'or.
J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai ouvert la porte. Ah, qu'est-ce qu'il était là, Antoine. Mon souffle s'est coupé. Pendant un instant, le temps s'est replié sur lui-même. Mon petit garçon qui s'accrochait à ma jupe se tenait devant moi, devenu un homme avec des rides au coin des yeux et une lourdeur dans sa posture. À côté de lui se tenait Mélissa, toujours raffinée, portant toujours ce même sourire mince qui avait hanté mes rêves. Et juste derrière eux, deux jeunes visages se montraient. Un garçon d'environ 10 ans, une fille et peut-être 8, mes petits-enfants, ceux que je n'avais jamais rencontrés. Maman, dit doucement Antoine, on peut entrer. Je me suis figée. Mon esprit a parcouru un millier de souvenirs. Chaque appel sans réponse, chaque colis retourné, chaque Noël solitaire. Mais alors, contre toute logique, j'ai ouvert la porte. Ils sont entrés lentement, leurs yeux parcourant les hauts plafonds et le grand escalier. L'expression de Mélissa est passée d'une admiration polie à une envie si rapide que je l'ai presque manquée. « C'est magnifique, dit-elle sa voix sirupeuse. Tu as vraiment bien réussi. » Oui, dis-je calmement. Le chemin a été long. Elle a ri un peu trop fort. Eh bien, j'ai toujours dit que tu avais du potentiel. Non, elle ne l'avait jamais dit, mais je ne l'ai pas corrigé. Antoine m'a regardé avec un sourire hésitant. Ça fait longtemps, maman. Les enfants voulaient rencontrer leur grand-mère. Mes yeux se sont adoucis. Je me suis légèrement agenouillée, souriant aux enfants. Bonjour, mes chéris. Je suis très heureuse de vous voir enfin. Ils ont souri timidement. Et pendant une seconde, j'ai senti mon cœur s'entr'ouvrir juste assez pour laisser l'amour entrer à nouveau. Nous nous sommes assis dans le grand salon, celui avec les meubles couleur crème et la lumière du soleil qui se déversait par les hautes fenêtres. L'air était rempli de banalités trop prudentes, trop propres. Mélissa a complimenté la décoration. Antoine a parlé de ses transitions professionnelles. Et les enfants jouaient tranquillement sur le tapis. Mais sous chaque mot flottait quelque chose de non dit. Quand Antoine a mentionné qu'il cherchait un nouvel endroit, j'ai remarqué la lueur de calcul dans les yeux de Mélissa alors qu'elle balayait la pièce. Son ton a changé, plus doux, répété. « Cette maison doit sembler vide parfois, Marthe, dit-elle. Tu dois te sentir seule ici, toute seule. » J'ai souri en sirotant mon thé. « Pas vraiment. C'est paisible. » Elle s'est penchée en arrière, inclinant la tête. Quand même, c'est beaucoup d'espace pour une seule personne. Je disais à Antoine que ce serait parfaitement logique si nous emménagions pour un temps, pour t'aider te tenir compagnie. La tasse a failli glisser de ma main. Mon regard s'est tourné vers Antoine, qui baissa les yeux honteux. Je lui ai dit que c'était trop demandé, marmonna-t-il. Mélissa l'a écarté d'un geste. Ne sois pas idiot, c'est la famille. Et ce n'est pas comme si nous avions un autre endroit où aller pour le moment. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du faible tic-tac de la vieille horloge comtoise. J'ai senti mon rythme cardiaque se stabiliser lent et délibéré. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose. Ils n'étaient pas venus pour une réconciliation. Ils étaient venus pour un sauvetage. J'ai souri poliment et j'ai dit « Pourquoi ne parlerions-nous pas de ça demain? Je suis sûre que vous êtes fatigués du voyage. » Mélissa a souri, convaincue d'avoir gagné. « Bien sûr, nous resterons la nuit alors. » En les conduisant aux chambres d'amis, je pouvais presque entendre l'écho de mon moi plus jeune, celui qui s'était tenu devant leur porte rejetée. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qu'on mettait dehors. Cette nuit-là, allongée dans mon grand lit, j'ai fixé le plafond. Après 12 ans de silence, ils étaient à nouveau sous mon toit. Non pas par amour, mais par besoin. Et pourtant quelque chose en moi n'était pas en colère, c'était clair, vif et calme. « Ils sont venus pour prendre », ai-je chuchoté dans le noir. « Mais c'est moi qui déciderai avec quoi ils repartiront. » Le lendemain matin, je me suis réveillée au son faible de rires en bas. Un son inhabituel, presque fantomatique, après tant d'années de silence. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un rêve, que le temps s'était peut-être replié sur lui-même et que mon fils était à nouveau un garçon riant dans ma cuisine. Mais quand je suis descendue, j'ai trouvé Mélissa à mes fourneaux, portant l'un de mes tabliers. « Bonjour, Marthe, » dit-elle vivement, retournant des crêpes comme si elle était chez elle. J'ai pensé aider. Tu ne cuisines probablement plus aussitôt maintenant. Le commentaire a atterri comme un petit couteau déguisé en gentillesse. Antoine était assis à table, sirotant son café, faisant semblant de ne pas remarquer l'attention. Les enfants mangeaient tranquillement, leurs yeux allant de l'une à l'autre, sentant le courant sous-jacent. J'ai souri doucement. En fait, je cuisine encore tous les jours. Les vieilles habitudes ont la vie dure.
Elle a eu un rire sucré. Oh, c'est bien. Je pensais juste que comme tu es à la retraite, maintenant tu avais de l'aide. À la retraite, ai-je répété en inclinant la tête. Mélissa, mon entreprise tourne 6 jours par semaine. Je viens d'acheter la boulangerie voisine pour agrandir la production. Son rire affaiblit une fraction de seconde avant qu'elle ne le masque par un autre sourire. Oh, je ne réalisais pas. Non, elle n'avait rien réalisé. Ni qui j'étais devenue, ni ce que j'avais construit, et certainement pas à quel genre de femme elle avait affaire maintenant. Pendant le petit déjeuner, Antoine l'a finalement dit. Maman, je sais que c'est soudain, mais nous traversons une mauvaise passe. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Il a soupiré. Nous avons perdu l'entreprise l'année dernière. Le restaurant a fait faillite après de mauvais investissements. Nous avons dû vendre la maison, les voitures, tout. J'ai hoché la tête, le visage neutre. Je suis désolée d'entendre ça. Il a hésité. Mélissa pensait que nous pourrions peut-être rester ici un moment. Juste le temps de nous remettre sur pied. Mélissa a sauté sur l'occasion, son ton dégoulinant de fausse humilité. Bien sûr, nous te rembourserions. C'est juste temporaire. J'ai posé lentement ma tasse de thé, sentant le poids de 12 années peser sur ce moment. La dernière fois que j'avais demandé à leur rendre visite, on m'avait dit que je dérangeais trop. Maintenant, ils se tenaient dans ma cuisine demandant un abri. Le destin n'avait pas besoin de mon aide. Il avait un timing parfait. J'ai pris une lente inspiration et j'ai souri. Vous êtes les bienvenus pour rester un petit moment. Le sourire de Mélissa s'est élargi comme celui d'un chat qui vient de trouver de la crème. Merci Marthe, nous nous rattraperons, je te le promets. Antoine avait l'air soulagé et les enfants semblaient vraiment heureux. Cela seul m'a adouci. Quels que soient mes sentiments envers leurs parents, ces enfants ne méritaient pas l'amertume qui les avait précédés. Pourtant, au fond de moi, je me suis murmuré un avertissement, ne confonds pas politesse et pardon. La première semaine a été calme. Mélissa s'est occupée à réorganiser mon salon pour le rendre plus moderne. Elle a déplacé le fauteuil à bascule de ma grand-mère dans le couloir, a mis de vieux cadres photos dans des cartons et a remplacé mes rideaux en dentelle par de simples rideaux beiges, achetés en solde. « Ton style est nostalgique », avait-elle dit en souriant. « Mais rafraîchissons un peu les choses. Tu me remercieras plus tard. » Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste regardé en silence, cataloguant chaque mouvement, parce que ce n'était pas une question de décoration, c'était une question de domination. Antoine passait le plus clair de son temps dans le bureau, à envoyer des candidatures. Je le trouvais tard le soir assis la tête dans les mains. Il levait les yeux et disait « Tu as bien réussi, maman. Je suis fière de toi. » Je voulais le croire, vraiment. Mais l'ombre de l'influence de Mélissa planait toujours lourdement. Un soir, j'ai entendu des voix venant de la cuisine, vives, étouffées, mais sans équivoque. « Tu réalises combien vaut cet endroit ?» sifflait la voix de Mélissa. Antoine a soupiré. « C'est la maison de maman, pas la nôtre. »« Pas encore, » a-t-elle chuchoté. « Elle est vieille, Antoine. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. Nous pourrions l'aider à réduire, la convaincre de signer quelque chose. » Mélissa arrête. « Oh, non, toi arrête, » a-t-elle répliqué sèchement. « Veux-tu que tes enfants vivent dans une location pour toujours ? C'est peut-être notre chance de récupérer tout ce que nous avons perdu. » Mon sang s'est glacé. Je suis restée immobile derrière la porte, le cœur battant mais le visage calme. J'avais passé des années à apprendre à garder le silence quand le monde me sous-estimait. Ce silence était devenu mon arme la plus affûtée. Plus tard dans la nuit, je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant le grand jardin en contrebas. Le même clair de lune, qui me réconfortait autrefois, brûlait maintenant d'un objectif. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait pris. Ma paix, mon fils, mes années de joie. Et maintenant, il voulait aussi le toit au-dessus de ma tête. Mais cette fois, je n'étais pas la même Marthe qu'ils avaient jetée. J'ai chuchoté à mon reflet dans la vitre. On ne peut pas trahir quelqu'un qui s'est déjà libéré. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. S'il voulait vivre sous mon toit, alors il vivrait selon mes règles. Et plus important encore, il verrait chaque jour que la femme dont il s'était moqué était devenue intouchable. Alors j'ai souri au petit déjeuner et j'ai dit « J'organise un dîner ce samedi. Quelques vieux amis de la ville des associés, quelques investisseurs. Je veux que vous soyez tous là. » Les yeux de Mélissa se sont illuminés. « Oh, parfait! Nous allons aider à l'organisation. »« Bien, dis-je doucement.
Il est temps que tout le monde voie à nouveau à quoi ressemble une famille. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas un dîner de retrouvailles. Ce serait une scène de révélation. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai ouvert une vieille boîte de mon tiroir de bureau. Des lettres que j'avais écrites à Antoine au fil des ans, jamais postées. Une par une, je les ai lues à voix haute, puis je les ai mises dans la cheminée. Les pages se sont recroquevillées en cendres et j'ai chuchoté « Cette fois, je ne brûlerai pas pour leurs erreurs ». À la fin de cette première semaine, ma maison autrefois tranquille était devenue une scène de théâtre. Des rires qui n'atteignaient pas les yeux des vaisselles qui s'entrechoquaient pour masquer le ressentiment et des sourires polis étirés comme du verre. Ils étaient de nouveau sous mon toit. Mais cette fois, je n'étais pas la même femme qui se tenait autrefois en pleurant sur le porche, mendiant une place dans leur vie. Non, maintenant, ils étaient les invités et j'étais la femme qui possédait la maison. Au début, les choses semblaient presque normales, l'illusion d'une famille se redécouvrant. Mélissa faisait des biscuits avec les enfants, mettait de la musique le matin et m'appelait maman, comme si 12 ans ne s'étaient pas écoulés sans un seul appel ou une seule lettre. Elle s'assurait de le dire assez fort pour que quiconque à proximité l'entende, comme pour prouver sa bonté. Mais quand les voisins ne regardaient pas son ton changer, la même femme qui m'avait souri gentiment en public inclinait la tête et disait des choses comme « Tu devrais vraiment me laisser gérer ces choses, Smart. Tu es facilement dépassée. » Ou « J'ai dit à Antoine que nous devrions mettre à jour ta garde-robe. Quelque chose de plus jeune pourrait te faire sentir dans le coup. » Bassemana même en milieu de mon tableau. Je me contentais de hocher la tête, de sourire poliment et de continuer. Parce que j'avais appris quelque chose au fil des ans, quand vous restez silencieux, les gens prennent cela pour de la faiblesse. Mais le silence, c'est juste le pouvoir qui attend son heure. Les tentatives de contrôle de Mélissa sont devenues plus audacieuses. Elle a commencé à redécorer des pièces entières sans demander commandant, des meubles en ligne et les facturant sur mon compte. Quand je l'ai interrogée, elle a ri et a dit « Oh, je pensais que ça ne te dérangerait pas. Tu as dit toi-même que l'endroit avait besoin d'un peu de vie. » Antoine, comme toujours, évitait le conflit. Il se tenait là, mal à l'aise, déchiré entre nous. Une fois, je l'ai attrapé seul dans le jardin fixant les roses que j'avais plantées, il y a des années. « Elles sont toujours aussi belles, » murmura-t-il. J'ai souri. Les roses n'oublient pas comment fleurir même après avoir été négligées. Il a levé les yeux alors et j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. Profonde, usée et réelle. Mais la culpabilité n'est pas la même chose que le changement. Malgré la tension, les enfants étaient tannis. Une lumière dans cette maison. Ils me suivaient dans la cuisine, posant des questions, gloussant, alors que je les laissais pétrir, la pâte, ou saupoudrer du sucre sur les biscuits. Ils disaient « Mamie Marthe, tu peux nous raconter une de tes histoires ?» Et je souriais, réalisant qu'ils n'avaient aucune idée que leurs parents m'avaient volé 12 ans de ces histoires. Un après-midi, alors que nous cuisinions, la petite fille Lise m'a regardée et m'a demandé « Est-ce que papa vivait ici quand il était petit ?» Mon cœur s'est serré. « Oui, ma chérie, il vivait ici. » Elle a souri. « Alors cette maison est à nous aussi ?» Je me suis figée. Mélissa se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant les bras croisés et un sourire narquois aux lèvres. « Exactement, » dit-elle doucement. « Notre maison. » Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau regardant de vieux papiers. Actes de propriété, contrats, relevés bancaires. Et c'est là que la vérité m'a frappée avec une satisfaction tranquille. Cette maison n'était pas seulement un foyer. C'était l'une des 6 propriétés que je possédais désormais en pleine propriété. 3 étaient en location. L'une était la boutique de la table de Marthe. Une autre était un chalet au bord d'un lac, et celle-ci, la maison de maître sur la colline, avait été achetée comptant. Pas d'hypothèque, pas de prêt. Mais la partie la plus poétique, leur ancien restaurant, celui qu'ils avaient perdu dans la faillite, se trouvait dans un immeuble que je possédais via ma société holding. Le propriétaire qui leur avait signifié leur avis d'expulsion finale, c'était moi. Je me suis adossée à ma chaise, un rire inattendu montant en moi. La vie avait vraiment un sens de l'ironie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé de donner à Mélissa exactement ce qu'elle voulait de la corde. Elle continuait à repousser les limites, pensant qu'elle gagnait le contrôle, alors qu'en vérité, elle entrait directement dans l'histoire que j'étais en train d'écrire. Je l'ai laissée organiser de petites réceptions dans son nouveau salon. Je l'ai laissé se vanter auprès de mes voisins de gérer le domaine.
J'ai même souri quand elle a dit à une femme qu'elle a aidé la pauvre Marthe à garder les choses organisées. Parce que parfois la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un croire qu'il a gagné juste avant qu'il ne réalise que c'était vous qui teniez la couronne depuis le début. Une semaine plus tard, je les ai tous invités à dîner. Je l'ai dit nonchalamment pendant que Mélissa sirotait au son vin. J'ai pensé qu'il serait agréable d'organiser quelque chose de formel, ai-je dit. Une célébration de la famille. Ses yeux ont pétillé. Oh, quelle merveilleuse idée! Je vais m'occuper de la liste des invités. Déjà fait, ai-je répondu. Juste quelques partenaires commerciaux et des amis locaux. Ils ont envie de rencontrer ma famille. J'ai observé attentivement son visage. Elle n'a pas remarqué l'insistance sur ma famille. Ce soir-là, après qu'il soit allé se coucher, j'ai traversé la maison dans le calme. Les mêmes couloirs qui résonnaient autrefois de solitude vibraient maintenant d'une énergie différente. Calme, délibérée, puissante. Sur la table de la salle à manger se trouvaient les invitations gravées que j'avais envoyées plus tôt dans la journée. Chacune scellée d'une feuille d'or élégante et simple. Et une ligne imprimée sous mon nom disait « Un dîner en gratitude pour les bénédictions qui viennent après la trahison ». J'ai souri en le lisant à voix haute. Mélissa voulait jouer à la maîtresse de maison. Elle allait voir ce qui se passe quand la vraie propriétaire décide de mener le jeu. Ah, mais si ça t'entête de ça m'embamde. Avant d'aller me coucher, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai chuchoté à la nuit. Ils pensent qu'ils s'installent, mais d'ici la semaine prochaine, ils feront leurs valises. Et quelque part au fond de ma poitrine, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de douleur, mais du pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne vient qu'après avoir survécu à chaque feu qu'ils avaient l'intention d'allumer pour vous brûler. La maison scintillait ce soir-là. Les bougies vacillaient sur le cristal, les rires s'élevaient comme une fausse musique. Je me tenais au bout de la longue table de la salle à manger, les observant tous, partenaires commerciaux amis, et la famille qui m'avait autrefois effacée. Mélissa planait entre les invités comme une reine, sa voix mielleuse. « Nous sommes tellement fiers de maman », dit-elle, sa main effleurant mon épaule comme si elle lui appartenait. « Maintenant qu'Antoine et moi sommes là, nous allons l'aider à tout gérer. » La table s'est tue un instant. J'ai souri doucement et j'ai levé mon verre. « C'est gentil à toi, Mélissa, bien que, comme tu ne le sais peut-être pas, je me suis plutôt bien débrouillée. » Patricia, une vieille amie, s'est penchée en avant. « Vous vous êtes lancée dans l'immobilier, n'est-ce pas, Marthe ?»« Oui, ai-je répondu. En fait, ma société possède plusieurs propriétés en ville. » Je me suis tournée vers Mélissa qui souriait déjà d'un air suffisant. « L'une d'elles pourrait vous sembler familière, votre ancien restaurant. » Son visage est devenu blême. Quoi? J'ai gardé un ton calme, presque tendre. Quand il a fait faillite, j'ai racheté l'immeuble. J'étais votre propriétaire, Mélissa, celle qui vous a expulsé. Le silence qui a suivi était épais, vivant. Antoine s'est figé la fourchette en l'air. Le sourire peint de Mélissa s'est fissuré. Je ne l'ai pas fait par vengeance, ai-je continué. Je l'ai fait parce que chaque fin mérite un nouveau propriétaire. Les invités ont échangé des regards. Admiration, surprise, peut-être respect. J'ai levé mon verre une fois de plus. Au nouveau départ. Et au fait de dire enfin la vérité à cette table. Mélissa baissa les yeux tremblantes. Les yeux d'Antoine se remplirent de regrets. Et moi, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais ma paix servie chaude juste à côté du dessert. Quand la dernière voiture a disparu en bas de la colline, le silence a enveloppé la maison comme une couverture. Fini les sourires tendus. Fini de faire semblant. Juste la paix, pure méritée. Le lendemain matin, l'air semblait différent, plus léger. Le parfum de Mélissa ne flottait plus dans les couloirs. Son rire aigu et creux avait disparu. Seul le faible bourdonnement du réfrigérateur et le chant des oiseaux à l'extérieur subsistaient. Antoine est resté quelques minutes de plus. Ses yeux étaient rouges. Ses épaules étaient affaissées sous le poids de 12 années perdues. « Maman, dit-il doucement, je ne mérite pas ton pardon. J'ai posé une main sur la sienne. Tu n'as pas à le mériter. Tu dois juste être sincère. » Il a hoché la tête, des larmes coulant. « J'ai cru à ces mensonges. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. J'ai toujours voulu de toi, ai-je chuchoté. J'ai juste arrêté de courir après ce qui ne voulait plus de moi. » Quand il est parti, je suis restée sur le pas de la porte, regardant sa voiture s'éloigner au loin. Il n'y avait pas de larmes cette time, juste une calme acceptation. Cet après-midi-là, j'ai préparé du thé et je l'ai apporté au jardin.
Les roses se balançaient doucement dans la brise, les mêmes que j'avais plantées l'année de son départ. Elles avaient survécu à la sécheresse, au gel et à la négligence. Tout comme moi, je me suis assise sur le banc en bois à la lumière du soleil réchauffant mon visage. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans lourdeur. Parfois la paix n'arrive pas avec des applaudissements. Elle vient tranquillement comme un pardon qu'on se murmure à soi-même. J'ai regardé ma maison de maître, ma preuve que la douleur peut fleurir en objectif, et j'ai chuchoté « Tu l'as fait, Marthe, tu l'as enfin fait. » Parce que la vraie victoire, ce n'est pas la vengeance, c'est de savoir que vous êtes toujours debout, gracieuse, inébranlable et libre.